Élection régionale, une majorité de gauche dans 11 régions sur 22, mais les grandes manœuvres commencent. Le Front National se dit prêt à aider la droite à conserver plus de 7 régions. Invité de ce journal, Bruno Maigret, Front National, et Jack Lang, Parti Socialiste. L'Église catholique reconnaît une certaine responsabilité dans l'antisémitisme, mais refuse toute implication dans le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bill Clinton rattrapé par ses affaires, une nouvelle accusation d'une ancienne collaboratrice qu'il accuse de l'avoir serré d'un peu trop près. Il y a 20 ans, le pétrolier Amoco Cadiz déversait des tonnes de pétrole sur les côtes bretonnes. La mer est Noire a laissé des traces dans les mémoires. Alexandre Dumas, revu et corrigé par l'Amérique, première du Masque de Fer ce soir à Paris en présence d'une brochette de stars qui sont nos invités. Leonardo DiCaprio, Gérard Depardieu, Jeremy Irons ou encore John Malkovich et Gabriel Byrne. Madame, Monsieur, bonsoir. L'élection des conseils régionaux a donné hier une majorité à la gauche, mais elle peut encore réserver bien des surprises tout au long de cette semaine en effet, et à l'occasion des élections à la présidence vendredi prochain. En effet, si les états-majors ont donné des consignes très strictes pour ne pas accepter à droite les voix du Front National, dans différentes régions, les prises de position sont beaucoup moins claires. Ainsi, il n'est pas exclu que le verdict des Français soit contrebalancé par des combinaisons politiques. Pour l'heure, il faut rappeler les résultats tels qu'ils sont désormais officialisés et qui montrent un rééquilibrage des régions à gauche, une victoire pour la majorité actuelle, mais en aucun cas une déroute pour l'opposition. Sébastien Vibert. Vendredi prochain, la gauche, représentée en rouge, pourrait présider au moins 11 régions, contre 2 seulement avant le scrutin. La gauche, c'est-à-dire le PC, le PS et les Verts, obtient le plus grand nombre de sièges, notamment en Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et surtout en Île-de-France. La droite, en bleu, a donc reculé, mais elle ne s'est pas effondrée. Elle devrait conserver 7 régions, dont l'Alsace, la Lorraine, les Pays de Loire ou encore la Bretagne et l'Auvergne. Restent 3 régions au résultat final incertain. Les écarts sont si serrés en Poitou-Charentes, Rhône-Alpes et Franche-Comté que leur sort dépendra des transactions pour l'élection des présidents vendredi. Au niveau national, en pourcentage, l'extrême gauche progresse à plus de 4%. L'alliance PC-PS Vert divers gauche devance d'1 point environ l'union RPR-UDF divers droite, 37% contre 36%. À l'extrême droite, le FN se maintient à 15%. Les autres listes, dont les chasseurs, atteignent 7%. Quant aux abstentionnistes, ils étaient fort nombreux hier. 42% des électeurs inscrits ne sont pas allés voter, un record pour une élection régionale. Et pour mieux comprendre, si l'on prend les problèmes posés région par région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, détenue jusqu'à hier par la droite, la majorité relative est donc à gauche désormais. Le Front National réalise globalement un bon score et parvient en 2e position dans au moins 3 départements. François Léotard, qui était le chef de file de la droite, refuse toute idée de compromis avec le Front National. Michael Darmon, Patrick Desmudy. Sa campagne avait débuté par un discours optimiste à Toulon. Elle s'est terminée hier soir dans le silence sur la Canebière de Marseille. Le fait que vous ne disiez rien, ça veut dire que les résultats sont pas très bons, non? Loin de ce département du Var qui ne l'a jamais adopté, François Léotard accuse sa défaite. Juste quelques mots avant de se retirer de l'arène, pour une nuit seulement. Car même blessé, le président de l'UDF sait qu'il ne peut pas se taire. C'est plus qu'une défaite, c'est une épreuve. Ce n'est ni la déroute pour la droite républicaine, ni le triomphe pour la gauche socialiste et communiste, mais c'est une épreuve pour le pays tout entier. Retour sur la soirée électorale côté gauche plurielle. En mairie d'Arles, le sort politique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur bascule devant Michel Vauzel. L'allure est parfois empruntée, l'émotion contenue. L'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand est en passe d'être le nouveau président de la région. Cette grande région républicaine, ce grand midi républicain, eh bien, a redonné aujourd'hui la première place à la gauche. C'est de vrais fruits. À Toulon, Jean-Marie Le Chevalier se plie lui aussi au rituel de la séquence télé. Le Front National progresse encore dans cette élection et veut cette fois débaucher des élus de droite pris dans la tourmente. Je pense que des conseillers régionaux UDF et RPR n'auront pas la sottise de se commettre avec les socialo-communistes et sauront rejoindre le camp de la droite, disons, plurielle.
avec le Front National. Mais la poussée du FN en PACA ne gêne pas les calculs de la gauche plurielle. Michel Vauzel, président, c'était encore il y a quelques jours un slogan de campagne. Aujourd'hui, cette affiche sur la canebière annonce une nouvelle réalité politique. Région symbole s'il en est, l'Île-de-France a perdu dans les urnes sa majorité de droite. Le socialiste Jean-Paul Huchon devrait prendre la présidence. Édouard Balladur, qui était le chef de file RPR-UDF, a clairement confirmé ce matin qu'il ne se présenterait pas à la présidence. Et pour l'instant, on ne signale pas de dissidents de droite qui pourraient malgré tout se présenter à ce poste. Reportage Carole Comon, Jean-Baptiste Padali. Au Conseil régional d'Île-de-France, on change les sièges. Mais derrière le rituel des lendemains de soirées électorales, la première région de France vit un bouleversement politique. Dans la bousculade de la victoire, comme pendant toute la campagne de la gauche, c'est Dominique Strauss-Kahn qui monopolise l'attention. C'est lui qui fait la première déclaration, relayée ensuite par le futur patron de la région. Nous n'avons pas cherché, comme M. Balladur, à prendre un marchepied politique pour une autre carrière. Notre problème, c'était de traiter les problèmes de l'Île-de-France, et je crois que les Franciliens l'ont compris. À droite, le sourire est encore de rigueur, mais la tension est palpable depuis le début de la soirée. Je serais plus confiant encore si vous me laissiez passer. Les états-majors ont beau refaire leurs calculs, l'Île-de-France, fief historique du RPR, est tombée. Chez M. Raffarin en Poitou-Charentes. Mais dans sa courte déclaration, Édouard Balladur préfère évoquer les conséquences nationales de ce scrutin. De cette situation, toute l'opposition porte la responsabilité collectivement, quels qu'aient été ses efforts. Nous devons maintenant en tirer les leçons. À gauche, on a déjà ressorti les roses. Et pour beaucoup, une page vient d'être tournée. C'est une très belle victoire. On a enterré définitivement certains hommes politiques ce soir. Je pense tout particulièrement à Charles Pasqua. Je pense aussi à Édouard Balladur qui, avant de se représenter, devra y réfléchir à 2 fois. Dernier visiteur, François Hollande, le premier secrétaire du PS, vient savourer la victoire. L'Île-de-France a voté à gauche et la gauche est ravie du symbole. Parmi les 3 régions qui restent vraiment ce soir indécises, Poitou-Charentes, Franche-Comté, Rhône-Alpes. C'est cette dernière qui est la plus tangente d'ailleurs. Elle dépend en fait, pour la majorité actuelle dirigée par Charles Millon, du vote de 2 élus, un chasseur et un régionaliste savoyard qui font monter les enchères. Didier Guyot, Benoît Gadret. Bonjour. Alain Roux, passionné de chasse et amoureux de l'Ardèche, a de quoi être comblé. Grâce à 12 344 voix, le voici élu au Conseil régional. L'avenir de Charles Millon ou de Jean-Jacques Queyranne dépend en partie de lui et déjà, on cherche à le séduire. J'ai eu droit, comme on dit en politique, au second couteau. Je pense que je vais rencontrer rapidement les grands chefs des 2 partis politiques qui sont opposés et qui sont concurrents pour la présidence de la région Rhône-Alpes. Patrice Abeille est un nouvel élu également très sollicité. Président de la Ligue savoisienne, il milite pour une Savoie unie et indépendante. Il votera pour le président qui aura su écouter les voix de ses 4000 adhérents. Personne n'a voulu prendre ça en compte. Eh bien maintenant, je représente ceux qui pensent que oui, la Savoie a un avenir européen en tant qu'État souverain. Et qui de Millon ou de Queyranne va mieux vous écouter selon vous? Il faudrait leur demander. À ce jour, ni Patrice Abeille ni Alain Roux ne savent où ira leur bulletin vendredi prochain. Quant à Charles Millon, il lance un appel à ces 2 élus, mais aussi à tous les autres, quels qu'ils soient, qui seraient tentés par son programme. Je pense avoir le soutien de toutes celles et tous ceux qui approuvent notre projet. Je pense avoir le soutien de toutes celles et tous ceux qui approuvent notre projet. Je pense que sur le Front National, je n'ai aucun geste à montrer compte tenu de ce que j'ai fait depuis 10 ans. Et je dis carrément aux observateurs, aux critiqueurs, aux analystes que dans ce domaine-là, ils n'ont qu'à voir le passé de quelqu'un pour juger son avenir. Pour Jean-Jacques Queyranne, pas question d'accepter la moindre voix du Front National. Jean-Jacques Queyranne qui depuis hier se dit par contre tout à fait prêt à discuter chasse en Ardèche et beauté de la Savoie. Exemple même encore de l'hésitation de certains leaders de l'opposition, le Languedoc-Roussillon. À Montpellier, le président sortant, Jacques Blanc, UDF, pourrait être élu avec les voix du Front National, même si la gauche est arrivée en tête. Pour l'instant, Jacques Blanc n'entend pas passer d'accord avec le Front National, qui pourrait le faire élire, mais il ne récuse aucune voix en accord avec son programme. Reportage Françoise David, Denis Pardano. Montpellier, la ville où les hommes politiques sont invisibles, donc muets. Personne ici ne détient la majorité absolue,
La gauche plurielle a certes la majorité relative, mais le président UDF sortant, Jacques Blanc, n'a pour autant pas renoncé. Il veut un troisième mandat. Avec ses 13 élus, le Front National peut jouer les arbitres. Et dès hier soir, Jacques Blanc laissait la porte ouverte. Je ne signerai pas d'accord, ni d'alliance. Ils feront ce qu'ils voudront et je les respecte. Parce que s'il s'agit d'aller diaboliser ou insulter, écoutez, ça suffit. Je ne diabolise pas, je respecte. Toute la journée, à l'abri des vitres fumées, coups de téléphone et rendez-vous se sont succédés au 8e étage de l'hôtel de région, dans le bureau de Jacques Blanc. Discrétion assurée. Au Front National, on attend un signe éventuel, mais on l'assure, si soutien il doit y avoir, il ne sera pas gratuit. L'exigence. C'est un engagement formel et signé de baisse des impôts et aussi un engagement de faire rentrer dans les compétences de la région la sécurité dans les transports, les lycées, les collèges. C'est simple, c'est court, c'est bref, c'est net, c'est précis. Au niveau des postes, je veux dire. Pas de postes, s'ils nous en offrent, on ne les refusera pas. Au RPR, pas plus qu'à l'UDF, on ne souhaite s'exprimer ce soir. On fait les comptes, le parti de Jacques Chirac a 11 élus, autant que son allié. C'est finalement le RPR qui pourrait bien détenir vendredi les clés de l'élection du président de région. Car si Jacques Blanc passe un accord avec le Front National, les conseillers régionaux RPR ont pour consigne de se désolidariser du président sortant, faute de quoi ils encourraient la sanction suprême, l'exclusion pure et simple du mouvement chiracien. Bruno Maigret, bonsoir. On l'a compris au travers des différents reportages, le Front National met dans l'embarras un certain nombre de présidents de droite en difficulté. Et l'on sent que vous avez des propositions à leur faire différentes de ce qui s'est passé, de celles qui étaient faites les semaines dernières. Oh bah, notre position, elle est extrêmement simple. Il n'est pas question, en effet, d'alliance nationale avec les états-majors du RPR et de l'UDF. Mais si, au plan local, régional en l'occurrence, un certain nombre d'élus du RPR et de l'UDF de bonne volonté veulent faire barrage à la gauche socialo-communiste, nous sommes d'accord pour dialoguer avec eux. Et ce dialogue, il peut se traduire par un soutien, en quelque sorte un soutien sans participation du Front National, mais à condition bien sûr que l'exécutif en question prenne en compte une partie de notre programme afin que les intérêts de nos électeurs soient pris en compte. Alors quand vous dites une partie, ça veut dire que vous renonceriez à un certain nombre de vos idées fortes, par exemple la préférence nationale, des choses qui sont inadmissibles a priori d'après ce qu'on sait du côté du RPR ou de l'UDF. Alors il y a dans les préoccupations qui sont les nôtres la sécurité, la baisse des impôts, ça a été dit dans le sujet tout à l'heure, mais c'est vrai que nous sommes des gens réalistes, nous sommes des gens pondérés, et dans la mesure où nous ne sommes pas en situation dominante, il n'est pas question pour nous d'imposer la totalité de notre programme. Donc une partie seulement, et notamment celle qui, disons, est la plus susceptible d'un consensus. Alors sur la préférence nationale, bah, bien sûr que ce n'est pas moi qui ai suggérer qu'elle soit mise en œuvre à Vitrolles, qui veut dire qu'il faut renoncer à la préférence nationale. D'ailleurs, pourquoi ne l'accepterait-il pas en 84 à Paris? Officiellement, il ne l'accepte pas. Mais nous acceptons tout à fait de ne pas mettre ce point-là en avant dans le cadre de ces soutiens sans participation qui pourraient être mis en œuvre dans les régions. Qu'est-ce qui vous amène comme ça à évoluer, à adoucir, si je puis dire, votre position par rapport à la droite modérée? Oh, il ne s'agit pas d'adoucir, il s'agit simplement de prendre en compte la dimension très importante qu'est en train de prendre le Front National, qui s'impose maintenant comme en quelque sorte le deuxième pôle structurant de la vie politique française face à la gauche, et maintenant qu'il s'agit éventuellement d'un soutien sans participation, bah, nous sommes des gens pragmatiques. Quand vous dites un soutien sans participation, c'est pendant toute la législature de ce Conseil régional, vous êtes d'accord pour ne pas revenir sur un certain nombre d'autres positions, vous mettez d'accord sur une sorte de contrat exécutif? Ça pourrait être sous cette forme-là, ce qui nous permettrait de juger et de vérifier que l'exécutif en question applique bien le programme qui est le nôtre et sur lequel il se serait engagé. Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de présidents peuvent être intéressés, et lesquels? Écoutez, moi je le pense, je ne vais pas vous révéler quoi que ce soit, c'est à eux de le faire, mais il y a actuellement 4 ou 5 présidents de régions potentiels qui manifestement sont intéressés. Vous proposez cela dans des régions où vous êtes une force d'appoint, mais en revanche, par exemple, dans une région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, là, est-ce que vous le proposez aussi? Bah, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la situation est très différente, car actuellement, enfin, on ne sait plus très bien où on en est avec M. Léotard, il est candidat, il n'est pas candidat, on ne sait plus où on en est. De toute façon, il y a d'un côté le candidat de la gauche, de l'autre le candidat du Front National. Le problème, il est un peu inverse. Est-ce que les conseillers régionaux RPR-UDF
vont voter pour la gauche ou vont voter pour le Front National. Est-ce que Jean-Marie Le Pen est d'accord avec votre proposition? Tout à fait, puisqu'il a annoncé lui-même tout à l'heure les 6 mesures que nous souhaitons voir prises en compte par les exécutifs que nous pourrions soutenir. Jacques Lang, vous avez entendu ce que vient de dire Bruno Maigret. Quelle serait votre réaction en cas d'accord, accepté par un certain nombre de présidents de droite en difficulté? Je crois qu'il ne faut pas que la droite, ou les leaders de la droite, localement en particulier, ajoutent le déshonneur à la défaite. La défaite, elle a été constatée hier. Je crois que ce serait très grave pour la droite française d'accepter ce baiser mortel. Pour nous, les choses sont claires depuis l'origine. Elles sont d'une clarté biblique. Nous reconnaissons que la présidence revient au parti qui a obtenu la majorité relative. Et nous mettons en accord ces engagements et nos actes. La preuve, par exemple, en Auvergne, nous reconnaissons le droit... Imaginons par exemple une région comme la Picardie où le président socialiste peut être élu grâce aux voix communistes. Là, on entend des responsables du RPR ou de l'UDF dire, eh bien là... Mais ça n'a rien à voir. Écoutez, une alliance claire, nette, qui a été négociée, discutée, ratifiée par le pays en juin dernier, une nouvelle fois approuvée hier par un grand nombre de Français, cette alliance est au gouvernement. Ça n'a absolument rien à voir avec une alliance entre une droite dite républicaine et un parti d'extrême droite. Je crois que nous assistons en ce moment, de la part de certains caciques locaux, certains notables, à des marchandages, jusqu'à présent en coulisses, sous la table, à présent presque à ciel ouvert, qui se soumettent au chantage du Front National, qui, j'imagine d'ailleurs que M. Maigret doit en rire un peu, d'une certaine façon, qui jouent la danse du ventre devant les leaders du Front National, qui sont prêts à ramper pour sauver quelques malheureux sièges de présidence. C'est manquer de dignité, c'est manquer de dignité. Et je crois que ce qui compte en démocratie, c'est de respecter l'engagement pris devant les électeurs. Autrement, c'est un viol ou un vol des voix des électeurs, c'est un véritable détournement. Il n'est pas normal que dimanche, les Français aient voulu que la gauche gouverne dans plusieurs régions, dans de nombreuses régions, et que vendredi, à la suite de combines, le vote des Français soit remis en cause. J'ajoute que de nombreux électeurs de droite seraient eux-mêmes révoltés par de telles combinaisons. Il ne faut pas oublier que dans ce pays, il y a 85% des gens, des électeurs, qui ne veulent pas du Front National. Donc, je dis aux leaders de la droite, refusez ce baiser mortel, refusez cette alliance mortelle, et nous attendons, que les leaders de la droite nationale se dressent comme un seul homme pour désavouer ces tentatives de présidence magouille, disent non à ces arrangements et disent oui au respect des électeurs. Un mot, oui, pour répondre. Monsieur Lang a une très curieuse conception de la démocratie, parce qu'il essaye de fausser le résultat des élections et le jeu qui résulte de la composition des assemblées. Il essaye de mettre en place, avec le RPA, l'UDF, une autre règle du jeu. On se met d'accord entre nous, on ne tient pas compte des électeurs du Front National. Mais c'est une façon d'exclure 15% du peuple français de la démocratie, et de surcroît, ceux qui exercent un chantage actuellement, c'est évidemment pas le Front National qui n'est demandeur de rien, il n'a rien à protéger, rien à défendre, c'est le PS et le PC qui exercent un espèce de chantage ahurissant sur les leaders du RPA, l'UDF. Le plus ahurissant d'ailleurs, c'est que ces leaders s'y soumettent docilement et servilement. Un mot de conclusion. Je répète, il y a la loyauté à l'égard des électeurs. La plupart des responsables de la droite classique ont dit tout au long des derniers jours qu'ils n'accepteraient pas ce genre d'alliance avec le Front National, à commencer par M. Balladur et quelques autres hauts responsables. Je crois que le minimum que l'on doit aux électeurs, c'est le respect des engagements. Et on ne comprendrait pas que le vote des Français d'hier, qui était un vote pour le changement, se traduise vendredi prochain par le retour au pouvoir de leaders locaux dont le pays ne veut plus. Et je dis que la droite républicaine serait souillée et salie par ce type d'alliance, et c'est d'ailleurs ce que cherche le Front National, à souiller et à salir la droite républicaine. Ne commençons pas le débat. S'il y a des gens qui souillent, c'est bien vous. Merci messieurs. Merci messieurs d'avoir été présents ce soir sur notre plateau. Parlons maintenant des problèmes qui se posent à gauche également, dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle n'est pas la seule région sur laquelle
On négocie à gauche. Les écologistes n'ont pas globalement réalisé les scores escomptés, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, où suite à des différends internes, la présidente du conseil régional, Marie-Christine Blandin, s'était présentée contre la liste de gauche de Michel Delbar. Elle arrive loin derrière et elle aura bien du mal à conserver son fauteuil. Reportage G. Wittenberg, Rémi Poissonnier. Les résultats ont été soigneusement épluchés. Les fidèles sont autour de la table de cette première réunion ce matin. Michel Delbar s'est entretenu avec Lionel Jospin au téléphone. Il n'y aurait pas d'autre scénario à négocier. Après 6 ans de présidence écologiste, la région Nord-Pas-de-Calais doit revenir au PS. Marie-Christine Blandin, elle, ne l'entend pas ainsi. Il est 13h, destination Paris, le siège national des Verts. Vous voulez garder la présidence de cette région? Moi, je veux garder une région du développement durable. Et on a prouvé pendant 6 ans qu'on en était la meilleure portion. Bref, le bras de fer semble une nouvelle fois engagé entre les deux prétendants au même fauteuil. Et la confusion s'installe un peu plus dans le feuilleton du Nord-Pas-de-Calais, avec en prime l'arrivée d'un nouveau second rôle, lutte ouvrière et ses 7 élus, indispensables à l'émergence d'une majorité de gauche. Résultat le plus étonnant, la droite elle-même, pourtant défaite dans les urnes, se met à rêver tout haut. Je pense que tout est possible, oui. Y compris le fait que la gauche n'arrive pas à s'unir et à se mettre d'accord. Et à ce moment-là, il peut y avoir une grosse surprise. Elle va être encombrée. Guerre des nerfs. C'est la deuxième réunion de la journée chez Michel Delbar. Il sait que Marie-Christine Blandin n'a pas renoncé à briguer la présidence. Les électeurs ont choisi. Nous avons plus de 30% dans le Nord d'électeurs qui ont choisi nos propositions. Et il y a un peu plus de 8% d'électeurs qui ont choisi les propositions de Madame Blandin. Et pourtant, il est 17h à Paris. Au siège des Verts, la présidente du Nord-Pas-de-Calais persiste et signe. Elle s'en remet aux arbitrages nationaux de la majorité plurielle. Les Verts comptent bien jouer tout leur rôle et occuper toute la place qui leur revient. Jusqu'où monteront les enchères? Pour les écologistes, manifestement, le contrôle de la région Nord-Pas-de-Calais doit se négocier au prix fort. Le Nord-Pas-de-Calais n'est pas la seule région sur laquelle on négocie à gauche. Les socialistes sont réunis cet après-midi pour examiner au cas par cas plusieurs régions, notamment avec leurs partenaires communistes. Guylaine Chenu, Jean-Louis Boussert. La maison qui reçoit aujourd'hui, c'est le Parti socialiste. Toutes portes ouvertes pour commencer les négociations. La gauche est en mesure de gagner une dizaine de régions. Le problème, c'est le partage. Je ne peux pas annoncer des présidences de région avant que nous n'en ayons eu la confirmation à travers les résultats et surtout la discussion avec nos partenaires. C'est le respect que nous devons aux électeurs et à nos partenaires aussi. Rien n'est décidé au moment où je parle. Mais tout est déjà en train de se préparer. Ici, c'est un peu la salle des machines. On analyse, on calcule, on prévoit ce qui est négociable. Au vu des résultats, les 4 partis de la majorité plurielle ne pourront pas chacun avoir une présidence. Les premiers à faire le déplacement sont les Verts, une rencontre discrète dans un café parisien. Ils revendiquent toujours la région Nord-Pas-de-Calais, malgré le faible score de Marie-Christine Blandin. 2 heures de discussion et c'est le PS qui paye l'addition. On représente 1 sur 6, alors s'il y a 10 régions, il faudrait plutôt une région et demie, c'est difficile. On aura également des vice-présidences, notamment en Ile-de-France. La barre est très haut, les Verts veulent 1/6 des vice-présidences. Le communiste Pierre Blotin, lui, vient tout seul. Son parti revendique une présidence, la Picardie par exemple. Vous êtes entendu sur la Picardie ? Nous, pour le moment, nous nous sommes entendus sur rien. Nous avons fait un tour d'horizon. Nous allons examiner les différentes possibilités qui vont se présenter. La base des négociations à gauche, c'est une dizaine de régions gagnables. S'il devait y avoir des accords entre la droite et le Front National, il y aurait moins de présidences à gagner pour la majorité plurielle, ce qui rendrait le partage encore plus difficile. Alors après ces différentes informations, Jean-Michel Carpentier, revenons sur sans doute ce qui est l'information la plus importante de ce lendemain de vote. C'est la proposition de Bruno Maigret, faite il y a quelques minutes à cette place même, de soutien sans participation à la droite pour qu'elle conserve un certain nombre de présidences de conseil régional. Ben oui, on est en train d'assister à un changement radical de comportement de la part du Front National. Cet après-midi, au cours d'un bureau politique de presque 4 heures, Bruno Maigret a mis Jean-Marie Le Pen en minorité sur le fait d'abandonner le préalable de la préférence nationale pour obtenir des accords régionaux avec la droite. Une position qui n'est pas allée de soi. La discussion a, semble-t-il, été vive entre les dirigeants d'extrême droite, mais Bruno Maigret a profité du résultat moyen de Jean-Marie Le Pen hier dans les Alpes-Maritimes et de son affaiblissement pour imposer sa ligne. En clair, le Front National ne pose plus que 2 conditions à un candidat de droite, baisser les impôts et diminuer l'insécurité, ce qui ne paraît pas insurmontable.
Conséquence, des hommes comme Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon ou Charles Bord en Picardie, tous deux UDF, qui avaient déjà passé des accords avec le Front National en 1986, pourraient bénéficier des voix d'extrême droite. Dès aujourd'hui en Aquitaine, le RPR Jacques Valade a proposé un contrat d'exécutif au Front National alors que la gauche a la majorité relative, ce qu'il vient à l'instant de démentir, mais le mal est fait. En Haute-Normandie, le RPR Antoine Ruffnac a décidé de reporter à lundi, c'est-à-dire après le deuxième tour des cantonales, l'élection du président de la région au moment où le Front National local estime, je cite, invraisemblable que la région passe à gauche. Soit au moins 4 régions dans lesquelles une combinaison droite-Front National est envisageable. Alors, au RPR, on rappelle ce soir que tout accord de ce genre signifierait l'exclusion du mouvement. Les dirigeants de l'UDF ont toujours dit la même chose. Mais si 4 présidents de région sont élus pour 6 ans grâce au Front National, quel sera le poids de leur exclusion politique? C'est tout le dilemme de l'opposition parlementaire devant cette offensive de Bruno Maigret, qui espère bien à sa façon devenir un partenaire de la droite, comme n'a jamais voulu ou su le faire Jean-Marie Le Pen. Merci Jean-Michel. Si l'on accepte l'abstention, 42% d'abstention, un chiffre très important à comparer aux 31% des dernières élections régionales. Un autre chiffre est à prendre en compte, celui réalisé par les listes d'extrême gauche, plus de 4% des suffrages, des listes souvent constituées au lendemain des manifestations de chômeurs de décembre dernier. Reportage Arnaud Butet, Philippe Deslandes. 5 jours avant la rentrée officielle, ils sont déjà là. Les 3 nouveaux conseillers régionaux lutte ouvrière en Ile-de-France repèrent les lieux. Parmi eux, Arlette Laguillet, encore sous l'émotion. On a investi pas mal d'établissements prestigieux, ne serait-ce que les sièges déjà de nos entreprises. Alors je crois que ça ne doit être pas plus impressionnant de rentrer au Conseil général pour y siéger. Au Conseil, j'ai dit général, je m'y crois, au Conseil régional pour y siéger. Bon, ça va venir l'habitude. Aujourd'hui, ils posent fièrement. Demain, ils comptent se lancer dans la bataille, celle des dossiers de l'enseignement ou des transports en commun en Ile-de-France. Mais leur fer de lance reste la lutte contre le chômage. Lors de ces élections, l'extrême gauche a triplé son score par rapport au scrutin précédent, un vote de protestation. C'était peut-être des déçus déjà des premiers gouvernements socialistes de l'ère Mitterrand et qui finalement depuis 9 mois ne voient pas que les mesures radicales soient prises pour en finir complètement avec le chômage. Or on ne peut pas lutter contre la droite et a fortiori lutter contre l'extrême droite si des mesures radicales ne sont pas prises contre le chômage. Vendredi, Arlette Laguillet demandera publiquement à Jean-Paul Huchon, candidat socialiste à la présidence du Conseil régional, de se prononcer pour l'interdiction des licenciements collectifs dans les entreprises. En cas de refus, elle se présentera symboliquement à la présidence face à lui. On regarde sur la nouvelle carte, la nouvelle donne politique, mots croisés, spécial régional à 22h50 avec notamment un face-à-face François Hollande-Nicolas Sarkozy. L'actualité du jour, c'est encore l'évacuation ce matin par la police d'environ 80 membres d'un collectif de sans-papiers, en majorité des Africains, qui occupaient depuis la veille l'église de Notre-Dame de la Gare à Paris. Visiblement, le gouvernement n'a pas l'intention de laisser s'étendre ces occupations qui ont commencé avec celle de la cathédrale d'Évry, qui dure depuis maintenant plus de 15 jours. La clinique de Pithiviers, souvenez-vous, avait été fermée provisoirement par mesure de sécurité à la suite d'un accident mortel d'anesthésie. C'était en juillet dernier. Cette clinique posait un problème plus général de la qualité des soins dans les plus petits établissements. Aujourd'hui, la maternité, qui a trouvé les personnels nécessaires, a été rouverte, le service de chirurgie restant pour l'instant fermé. Reportage Gilles Marinet, Philippe Ray. Elle s'appelle Maëva, née aux premières heures du jour, bonheur des parents mais aussi de toute une cité. Ce matin, la maternité de Pithiviers ouvrait ses portes. C'est le renouveau. Et on va entendre à nouveau les bébés qui pleurent. Il n'y a rien de plus triste qu'une maternité sans cri d'enfant. Là, on en voyait, c'est elle qui pleure. Dans cet hôpital, il n'y a plus de service de chirurgie, mais la maternité dispose d'un bloc opératoire pour les césariennes d'urgence et de matériel de réanimation. Ça, c'est l'équipement de réanimation néonatale, c'est 2 tables de réanimation néonatale. Évidemment, la plupart des accouchements ne nécessitent pas, les bébés ne nécessitent pas ces soins-là à la naissance, c'est exceptionnel. Mais ça nous permet de pouvoir faire face dans les meilleures conditions à des complications éventuelles au niveau du nouveau-né. 24 heures sur 24, une dizaine d'anesthésistes et de gynécologues qualifiés en chirurgie vont se relayer. Pithiviers a dû pour cela passer un accord de partenariat avec l'hôpital voisin d'Étampes, car on manque cruellement de spécialistes.
C'est pas facile, il y a pénurie, le fond de tout ça est un gros problème de démographie médicale, en ce qui concerne les médecins anesthésistes essentiellement. Ce vide professionnel qui semble condamner les petites structures ne sera pas compensé par l'apport de médecins étrangers. Vous avez une Maëva? Oui, Bernard Kouchner préfère de loin une réforme du statut des anesthésistes. Ça veut dire une concertation avec eux, une mise à plat du dispositif de formation qui est en train de se faire. Mais vous savez, ce sera très long, il y a l'éducation nationale, il y a la santé, il y a les habitudes, les syndicats, etc. Pithiviers est une expérience. De sa réussite dépend la survie de plusieurs dizaines d'hôpitaux et de maternités. Le Vatican a publié aujourd'hui un texte attendu depuis 1987. Le pape Jean-Paul II avait à l'époque promis que l'Église se repentirait de ses erreurs du passé à l'égard des Juifs. Le texte publié aujourd'hui n'est pas visiblement celui qu'attendait la communauté juive. En effet, il est dit précisément que l'Église catholique n'est en aucun cas impliquée dans le génocide perpétré pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs. Marc Maisonneuve, reportage. Jusqu'où ira le pape? Pour une fois, ce n'est pas de sa santé dont parlent les hommes d'église, mais de l'attitude des catholiques à l'égard de l'Holocauste et particulièrement de leur silence. 11 ans après en avoir parlé, Jean-Paul II l'a fait. Un texte sur cette question. Une année par page pour en arriver là. La Shoah est un drame dans lequel des chrétiens ont été impliqués, mais individuellement et seulement individuellement. L'Église reconnaît qu'il y a eu un des manquements qui ont été faits de la part des catholiques durant cette période-là, et elle dit qu'elle le regrette. Pour Jean-Paul II et les auteurs du texte, comme Monseigneur Dupré, si l'Église a ses coupables, ceux qui sont restés silencieux pendant les persécutions des nazis, Pie XII ne fait pas partie de ces coupables. Selon vous, Pie XII n'a jamais couvert l'activité des nazis? C'est évident, ça. C'est évident. Évident, absolument évident. C'est impensable. Comme Jean-Paul II l'a toujours fait, Monseigneur Dupré défend Pie XII dans le texte publié ce matin. La communauté juive, elle, organise une autre conférence de presse quelques heures plus tard. Madame Zevi a quelques difficultés à masquer sa déception. Ce texte a des faiblesses, mais plus j'y pense, plus ça paraît simple. Il y a sûrement des choses positives aussi. On est décidément loin de l'enthousiasme déclenché par le pape visitant la synagogue de Rome en 1986. Le président américain Bill Clinton rattrapé une nouvelle fois par ses frasques amoureuses supposées. Cette fois-ci, c'est une ancienne collaboratrice du président qui confie que Bill Clinton l'a serrée de très près et qu'elle s'est défendue. Témoignage d'autant plus ennuyeux que cette femme de 50 ans, Kathleen Willey, était mariée à un homme qui finançait le Parti démocrate. Il s'agissait donc d'amis politiques. Le président, lui, nie tout en bloc. Washington, Philippe Gassot. Kathleen Willey n'aura pas convaincu les partisans du président, mais conforté ses détracteurs. Il a fallu attendre 5 ans pour entendre cette confession, et après l'incident, la jeune femme a continué à travailler des années aux côtés de Bill Clinton. Faute de preuves tangibles, c'est maintenant la parole du président contre la sienne. Il m'a embrassé sur la bouche et m'a serré contre lui. Je me souviens seulement que j'ai pensé, mon Dieu, mais que fait-il? Il m'a touché la poitrine. Il a pris ma main et l'a mise sur ses parties intimes. Le président, resté silencieux, trop peut-être depuis des semaines, a parlé aujourd'hui. Il persiste. Je peux juste vous dire que j'ai fait tout mon possible pour y voir clair dans cette affaire. J'ai une très bonne mémoire et j'ai dit toute la vérité. Vient à la rescousse la responsable de la communication de la Maison-Blanche qui s'étonne de voir cette jeune femme qui est venue lui dire il n'y a pas si longtemps tout le bien qu'elle pensait du président. Elle est venue me voir plusieurs fois, elle m'a appelé plusieurs fois pour me dire combien elle voulait nous rejoindre pour la campagne, combien elle voulait travailler à la réélection du président. Le président américain n'est pas au bout de ses peines. Dans la longue liste des témoins qui s'allonge au fil du temps, on annonce une petite nouvelle, une stagiaire de la Maison-Blanche qui s'y trouvait en même temps que Monica Lewinsky et qui aurait elle aussi beaucoup de choses à dire. Retour en France, ouverture aujourd'hui à Rennes du procès d'un père de famille de 34 ans accusé du meurtre et du viol d'une petite fille de 11 ans, Karine. Après être passé aux aveux, l'accusé est revenu sur ses déclarations. En 1987, il avait déjà été condamné pour le viol de 3 enfants mineurs. Florence Bouquilla, Bruno Livertou. Quelle vie a mené Michel Bazarevski, 34 ans, avant de comparaître pour le viol, la torture et l'assassinat de la petite Karine? Une enfance à la Zola, un père ouvrier, alcoolique et très violent, une mère dépressive, 8 sœurs et frères dont l'aîné force les plus jeunes, comme l'accusé, à entretenir des relations sexuelles avec lui.
L'habitude des coups, l'habitude des viols, selon la défense, un terrain idéal pour que Michel Bazarevski développe de graves troubles de la personnalité, mais pas forcément pour qu'il devienne un assassin. Il reste néanmoins que cet enfant a évolué dans des conditions de précarité et de difficulté extrêmes, avec des parents alcooliques, avec des viols d'ailleurs entre frères et sœurs. Lui-même en a été victime, mais ses sœurs également. Et il va de soi que dans ce contexte, on peut très bien comprendre les faits pour lesquels il a été condamné à Versailles. À Versailles, en 1986, Michel Bazarevski avait déjà été condamné à 10 ans de prison pour le viol de 3 mineurs et libéré à mi-peine, 3 ans avant le meurtre de Karine. Tout au long de l'après-midi, les parents de Karine vont écouter attentivement s'égrener la vie de l'accusé. Le frère de la fillette est là aussi, figé, incapable de regarder l'assassin présumé de sa petite sœur. Demain matin, devant la cour et les parents de Karine seront projetées des images insoutenables, tournées par les gendarmes chargés de l'enquête lors de la découverte du corps de la petite Karine. Suite des plaidoiries des parties civiles au procès de Maurice Papon à Bordeaux, avec aujourd'hui des accusations très graves de Maître Lévy, qui ne voit pas de différence entre l'accusé et un homme comme Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon pendant la guerre, ce qui a provoqué la colère de l'ancien ministre. Dominique Verdeillan, Patrick Deschmecker. Méticuleux Alain Lévy, durant 6 mois, il a pris des notes, posé de nombreuses questions à Papon. Quand l'accusé parle de lui, il dit l'interpellateur. En 3 heures de plaidoirie, l'avocat accumule les phrases assassines. Papon, technocrate de la collaboration, est un menteur et un lâche. Dans le box, Papon n'en peut plus. C'est vous le menteur, le lâche, rétorque-t-il. Mais Maître Lévy continue. Le fichier des Juifs et les listes sont les armes du crime. Enfin, pour l'avocat, il n'y a aucune différence entre Barbie et Papon. Les crimes, dit-il, sont les mêmes. Bien sûr, Barbie SS, on sait qu'il a torturé. Mais si on faisait la continuité macabre entre le nombre des déportés à Lyon et le nombre des déportés à Bordeaux, je pense que d'abord le palmarès en reviendrait à Papon et pas à Barbie. Michel Zaouï a lui aussi la volonté de faire oublier aux jurés la peine mesurée plaidée par Arnaud Klasfeld. Il n'y a pas, dit-il, de coefficient dans le crime contre l'humanité. Commencer à faire une sorte de saupoudrage ou bien de différence dans la sanction possible, eh bien, pour moi, c'est montrer qu'on n'a rien compris au crime contre l'humanité. Le rôle de Maurice Papon n'est pas anecdotique, mais c'est un rouage essentiel, un maillon de la chaîne du crime contre l'humanité. Les avocats des parties civiles ont ainsi cherché à anéantir un argument phare de la défense, celui de la victime expiatoire, reconnaissant par là même qu'ils sont au moins d'accord sur un point avec Maurice Papon, il y a des absents dans le box. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 16 mars 1978, au large de la Bretagne, le pétrolier Amoco Cadiz, après le Torrey Canyon, provoquait une marée noire qui est restée dans toutes les mémoires. Les dégâts causés à la faune et à la flore amenèrent, après de longues années de combat, à une indemnisation des victimes en Bretagne. Cet accident marqua également une sorte de prise de conscience des graves problèmes écologiques posés à notre planète. Reportage Thibaut de Barbérac, Vincent Bouffartic. Tordu, brisé, disloqué, à 20 mètres sous la surface de l'eau, il ne reste de l'Amoco Cadiz que ces morceaux de ferraille éparpillés sur le sable. Après avoir digéré tout le pétrole, la mer se venge maintenant sur la carcasse du supertanker. C'était un peu un symbole de voir cette espèce d'étrave pointée vers le ciel et vers les habitants de Port-Salle qui pouvaient voir de chez eux. Et un matin, au bout de quelques années, cette étrave a disparu. Elle a été coupée du reste de l'épave par l'effet de la houle et de la mer. Et elle est partie avec le courant. En fait, on ne sait pas trop. Personne n'a jamais retrouvé cette étrave, symbole de la marée noire. 220 000 tonnes de pétrole brut, 300 km de côtes souillées, des dizaines de milliers de volontaires mobilisés pour nettoyer les plages et tenter de sauver ces oiseaux mazoutés. La nature, que beaucoup croyaient morte pour toujours, a pourtant repris le dessus. C'est propre, c'est propre, c'est propre. On en mangerait. Ces 2 chercheurs étudient régulièrement les côtes bretonnes et 6 ans seulement après la catastrophe, ils faisaient déjà le même constat, plus une trace de pétrole. La pluie, le vent, la mer ont tout nettoyé, permettant à un nouvel écosystème de s'installer. Le contrôle biologique fait que le système a retrouvé un nouvel équilibre. Vous dire s'il est exactement le même qu'avant, peut-être pas. Mais ça, c'est pas grave. Le système fonctionne. La nature se régénère, le tourisme redémarre. La principale victime de l'Amoco Cadiz, c'est l'autre force économique locale, l'ostréiculture. Oui, là on voit les huîtres en train de crever dedans. Hein. Pendant 6 ans, Yvon Madec n'a pas pu produire une huître.
Dans les abers, ces estuaires où sont installés les parcs à huîtres, l'eau circule très lentement. Le nettoyage a donc été beaucoup plus long. Au bout d'1 an ou 2 ans, l'eau était propre. C'était les sols qui n'étaient pas propres. Et à chaque intervention sur les sols, soit pour nettoyer ou hercer les parcs, on remettait en surface du pétrole et l'huître se repolluait. Aujourd'hui, pour les ostréiculteurs, comme pour tout le monde ici, la marée noire n'est plus qu'un mauvais souvenir. À quelques milles de la côte, 20 ans après, la mer continue de ronger peu à peu les derniers lambeaux de l'Amoco Cadiz. Première ce soir à Paris de l'homme au masque de fer, d'après le roman d'Alexandre Dumas, la légende du frère jumeau de Louis XIV, caché et emprisonné car le royaume ne pouvait avoir 2 prétendants au trône. Un masque de fer revu et corrigé par le cinéma américain, avec une brochette d'acteurs prestigieux, de Leonardo DiCaprio à Jeremy Irons, en passant par John Malkovich, Gabriel Byrne et Gérard Depardieu. Ils sont nos invités ce soir. Mais avant cela, présentation du film, Nicole Cornu-Langlois, Bernard Puissesson. Aramis, Athos, Porthos, D'Artagnan. One for all for one. Tous réunis à nouveau pour sauver l'homme au masque de fer qui pourrait être le frère jumeau de Louis XIV, selon l'une des versions de cette célèbre énigme, celle du roman d'Alexandre Dumas. Un double jeu pour Leonardo DiCaprio. En place partout, s'il vous plaît. Le voici après avoir quitté son masque de fer. Je dois jouer 2 frères qui sont complètement différents. J'ai donc beaucoup de travail à faire. Ils ont l'air identiques, mais je dois leur donner des caractéristiques et des traits différents pour en faire 2 personnalités à part entière. C'est un défi. Était-ce difficile de porter ce masque? Ça rend claustrophobe, vous savez. Vous l'êtes? Oh oui, vraiment. On transpire beaucoup et on a très chaud. Évidemment, c'est plus agréable de jouer le pseudo-roi, le gentil Philippe, le masque de fer réinstallé sur le trône par les mousquetaires. Hurry, Diana. Make 2 dances. Then withdraw to your room. And spend the night in safety. Ou alors le cynique vrai Louis XIV. Oh, my love. You will burn in hell. I will not, for I am king, ordained by God. Une brillante distribution. Tourner un film d'action avec 4 mousquetaires qui sont 4 immenses acteurs, un vrai régal. Travailler avec un seul de ces acteurs serait un rêve. Mais travailler avec les 4 ensemble, cela va au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est un rêve parfait. Tous nous entraînent dans un tourbillon d'aventure. On est loin de l'histoire de France, qu'importe, c'est une fiction et c'est une jubilation. I love life. Les 4 mousquetaires sont avec nous ce soir, en commençant par Gérard Depardieu, Porthos. Alors, bonjour. Bonsoir messieurs. Ces 4 mousquetaires ressemblent tout de même un peu aux 7 mercenaires. Il y a un côté western dans ce film, Gérard. Oui, il y a un côté western, c'est bien. C'est d'ailleurs ça qui est agréable. En plus, western par Dumas, revu et corrigé par Randy Wallace, avec des amis et des acteurs de cette trempe. Alors donc, c'est vrai que moi je ai été très heureux. Est-ce que vous, Français, vous avez eu quelques surprises avec l'interprétation de l'histoire de France par les Américains pendant le tournage? Qui Vous, Gérard Depardieu. Ah, pas du tout, mais vous savez, je crois que l'histoire qu'on me raconte, je ne sais rien de moi à l'avance. Vous savez, l'introspection de l'histoire de France, je n'ai pas vécu, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'historiens qui aient vécu cette chose. Et j'admire Alexandre Dumas d'avoir fait de l'histoire des histoires. Et ça, c'est vraiment joli, quoi. Jeremy Irons, vous jouez-vous le rôle d'Aramis? On a vu que dans ce film, il y a 5 stars, rajoutons DiCaprio. Lorsqu'on met 5 stars ensemble, est-ce que l'on a forcément un tournage très, très facile ou est-ce que c'est compliqué? J'écoute rien. Il n'a rien entendu, je pense qu'il y a un problème de micro. Bien. Je repose ma question. Jeremy Irons, vous jouez donc le rôle d'Aramis. Lorsqu'on met 5 stars ensemble, est-ce qu'un réalisateur a beaucoup de problèmes de tournage? Est-ce que le tournage a été facile? Est-ce que vous êtes bien amusé? Did you have fun?
Oui, c'était très facile. Oui, en fait, on était entre des amis, des gens que j'admire, et j'aime bien travailler avec les bons acteurs, les meilleurs qui soient. Donc c'était un grand plaisir travailler avec Léo, qui a trop de talent vu sa jeunesse, qui est trop beau vu sa jeunesse, mais c'était quand même bien de travailler avec lui. Gabriel Byrne, vous m'entendez? Vous êtes, vous, le d'Artagnan. Vous savez que les Français vont beaucoup vous en vouloir, car nous, dans notre histoire de France, d'Artagnan est un très honnête homme, et là, d'une certaine façon, c'est le traître de la bande. Il n'est pas traître. Je crois qu'on a quelques petits problèmes de... Le traître, non, non, je ne sais pas. Pour moi, c'était pas ça du tout. Pour moi, c'est toi qui réponds peut-être à la question? Non, en fait, c'est quelqu'un qui est fidèle à son roi et à ses amis. Il est perçu comme étant un traître, mais en fait, au déroulement de l'histoire, on voit qu'il n'a pas l'âme d'un traître. Au contraire, il est courageux. Alors, John Malkovich, vous êtes Athos dans le film, vous êtes le 4e mousquetaire. Est-ce que vous connaissiez, avant de tourner ce film, est-ce que vous connaissiez ce roman d'Alexandre Dumas? Est-ce que vous connaissiez les aventures des 4 mousquetaires? Oui, je les connaissais, je les avais lus il y a très longtemps. J'étais beaucoup plus jeune, oui. Gérard Depardieu, je reviens à vous. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour tourner? C'est un film que vous avez tourné en anglais. C'était un problème pour vous ou bien ça s'est passé très facilement? Bon, ça s'est passé facilement. Vous savez, faut pas me demander si je comprends ou pas. On me dit action, j'y vais. Du moment que je voyais dans le regard de mes amis une compréhension, j'étais heureux. Alors, dernière chose, Gérard. Si on en a parlé tout à l'heure, j'ai dit c'est un peu un western. Est-ce que vous le qualifieriez de film historique ou film d'aventure? Film d'aventure, un film de divertissement. Un film qui émeut et qui fait rire, et puis qui peut nous raconter, qui peut nous montrer ce que pouvait être éventuellement l'histoire d'un roi, l'histoire des mousquetaires. C'est un joli film. Vous avez tourné avec Leonardo DiCaprio, c'est actuellement la grande vedette après le succès du Titanic. Ça a été un partenaire très agréable. Est-ce que vous pensez que c'est un très grand acteur en devenir ou déjà un très grand acteur? C'est déjà un très grand acteur. Je pense qu'il avait fait déjà ses preuves dans d'autres films avant le Titanic. Et c'est vrai que tous ici reconnaissent le talent de Leonardo DiCaprio. En plus, il est beau et il est jeune. C'est quelqu'un d'extrêmement professionnel. Il est très riche aussi. Hein. Et vous n'êtes pas jaloux, aucun d'entre vous? Oh bah non, non, la jalousie c'est pas chez les mousquetaires. Regardez, ils sont jamais jaloux, c'est des planeurs. Je voudrais simplement, Gérard, puisque vous m'entendez parfaitement, que vous répétiez tous ensemble la célèbre formule des mousquetaires. Alors, un pour tous, tous pour un. On répète, voilà, tous pour un pour tous, tous pour un. Merci messieurs, et bonne chance à vous. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Bonsoir. Ok, au revoir. Revenons maintenant à la première route de l'or, New York-San Francisco, remportée par Yves Parlier et son équipage en un peu plus de 57 jours, battant à l'occasion le record de la distance établi par Isabelle Autissier, c'était en 94. Reportage Alexandre Cara, Éric Delagneau. Vue du ciel, voilà le Golden Gate de San Francisco. Vue de l'océan, c'est la porte de l'or, la porte de la victoire pour les mineurs des mers. Yves Parlier et son équipage, des chercheurs d'or, en mal de record, 57 jours d'écume, pour remporter la première course de l'or, 57 jours pour boucler le Tour des Amériques par le Cap Horn. Parlier et ses hommes sur leur beau bateau bleu, en tête de la course de bout en bout, devant les éternels rivaux Isabelle Autissier et Christophe Auguin. Une histoire d'homme qui force le respect. Que l'équipage reste motivé pendant une si longue période, c'est pas évident sur un bateau qui n'est pas du tout prévu pour ça. Et puis, il y a le potentiel du bateau qui a parlé aussi, puisque on a bien senti qu'en vitesse, Rakita Innovation avait un petit plus par rapport à ses concurrents, et ça nous a bien aidé dès le départ pour prendre la tête et ne plus la quitter. Dans le journal de bord du capitaine Parlier, il est inscrit 57 jours, 3 heures et 21 minutes. Le temps d'une victoire, mais aussi le temps d'un record. En franchissant la ligne qui mène de l'île d'Alcatraz au port de San Francisco, Parlier et ses matelots se sont emparés du record de la route de l'or. La vieille route des Clippers a pris un coup de jeune, le record d'Isabelle Autissier est tombé. Pour sa première course en équipage, le marin d'Arcachon s'est offert une victoire à 24 carats.
Yves Parlier, c'est un peu le Midas des mers. Il transforme ses courses en métal précieux. Mais à San Francisco, un pont attend toujours, un pont d'or pour Isabelle Autissier et Christophe Auguin. Voilà, juste avant de nous quitter, le rappel des titres de ce lundi. D'abord, les élections régionales, donc une majorité de gauche dans 11 régions sur 22. Les grandes manœuvres commencent. Bruno Maigret, sur ce plateau, a proposé tout à l'heure un soutien du Front National sans participation pour assurer à la droite 4 régions. L'Église catholique reconnaît une certaine responsabilité dans l'antisémitisme, mais refuse toute implication dans le génocide juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans un instant, la météo de Sophie Davant, 22h40, mot croisé spécial, donc élection régionale. Arlette Chabot, Alain Duhamel reçoivent François Hollande, Nicolas Sarkozy et un certain nombre de journalistes et d'intellectuels. À 7h50 demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le député vert, Noël Mamère. 13h, Patrick Chen, Laurence Piquet. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.